Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Pour terminer cette saison 4 en beauté, je te propose d'écouter l'histoire de Léa, une femme épatante et engagée que j'ai adoré découvrir. Lorsque Léa rencontre Capucine, elles ont respectivement 16 et 25 ans. À l'époque, leur écart d'âge les empêche de penser à une histoire d'amour. C'est donc tout naturellement qu'elles deviennent amies. Jusqu'au jour où, inévitablement, elles finissent par tomber dans les bras l'une de l'autre et ne plus jamais se quitter. Léa a toujours désiré être mère, et ça tombe bien, Capucine aussi. Mais tu sais bien qu'il ne suffit pas de désirer un enfant pour en fabriquer un lorsqu'on est un couple de femmes. Mais par chance, au Portugal, le pays qu'elles ont choisi pour élire domicile, la PMA pour toutes est autorisée. Alors le parcours se passe sans embûches, et c'est tant mieux. Cependant, il y a bien quelque chose qui chiffonne Léa et Capucine. Dans les livres, les documents, les médias qui parlent de parentalité, on parle quasi exclusivement d'une maman et d'un papa, jamais de deux mamans. Et ça, pour Léa, c'est insupportable. Parce qu'être deux mamans, ce n'est pas la même chose qu'être un papa et une maman. Il y a des spécificités propres aux familles homoparentales qui ne sont jamais évoquées dans les livres. Mais ça, c'est un temps révolu, depuis que Léa a décidé d'écrire ses supports avec notamment son guide de la maternité lesbienne, actuellement en prévente sur Ulule. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Léa. Salut. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît ? Oui, merci de m'avoir conviée tout d'abord. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Je suis mariée avec Capucine, qui elle en a 37, on a 9 ans d'écart. Et ensemble, on est les mamans d'une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Liv. Et tout ensemble, on vit au Portugal. On est française, mais on est expat dans ce chouette pays. Trop bien. Je vais poser la question traditionnelle, évidemment. Est-ce que Léa, tu as toujours voulu être mère ? Ah oui, je crois depuis que je suis capable d'intellectualiser ce concept, oui, depuis toujours. Ça a toujours été même un fantasme dans mon esprit j'ai passé mon enfance à m'imaginer maman. Donc ça, clairement, ça a toujours fait partie de moi. Bon, après, quand j'ai découvert que moi, mon truc, c'était pas les mecs, mais c'était les nanas, ça a été très difficile à ce niveau-là, parce que accepter que j'étais lesbienne, c'était pas tant compliqué pour moi. Par contre, accepter que ce fantasme de me lever un matin et d'avoir la nausée et de me dire « Oh là là, peut-être que je suis enceinte », ça, c'était un deuil qui a été très long à faire. Mais je finis par y arriver. Ouais, parce qu'en fait, tu dis au revoir à une forme de spontanéité. Exactement, à quelque chose vraiment même d'un peu surprise. Moi, j'aimais bien cette idée-là, que il y a un bébé qui puisse arriver comme ça, sans qu'on l'ait vraiment prévu, et je trouvais ça formidable. Donc voilà, et puis il a fallu faire le deuil aussi d'une procréation différente, et de devoir passer par la PMA, chose que je rejetais pendant très longtemps. Et quand on sait aujourd'hui tout ce que je fais autour de la PMA, c'est plutôt rigolo. Ah, moi, je trouve ça assez intéressant parce que souvent, on rejette quelque chose qui nous appelle profondément. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant, je trouve, de rejeter vraiment ce qui nous appelle, ouais, et ce qui va changer vraiment notre vie. Enfin, au début, tu sais, c'est une espèce de peur comme ça, et tu rejettes, et au bout d'un moment, tu as l'évidence, et en fait, tu y vas, quoi. Exactement, et c'est clairement ce qui s'est passé avec tout ça, avec la PMA, l'homoparentalité. Mais j'imagine qu'on va en reparler. Un peu, ouais. Est-ce que tu veux bien nous dire comment vous êtes rencontrés avec Capucine ? Oui, c'était il y a très longtemps déjà. En fait, il y avait un seul bar où j'avais le droit de sortir quand j'avais 16 ans.
c'était le bar du meilleur ami de mon père. Et il savait que mes parents savaient que là-bas j'étais safe, etc. Et bingo, la barmaid de ce bar, c'était Capucine. Et, euh, et la première fois, donc j'avais 16 ans, je passe la porte du bar, je la vois et je me dis, wow, la barmaid, elle est sacrément canon. Et, euh, et bon, bah, moi j'avais 16 ans, elle avait 25 ans. Je pense qu'elle s'est dit la même chose à mon sujet. Mais bon, à cet âge-là, l'écart d'âge, il était un peu costaud. Aujourd'hui, on s'en rend plus du tout compte qu'on a un écart d'âge, mais bon, à l'époque, oui. Euh, et puis, on s'est bien plu, mais on est devenus amis au fur et à mesure du temps. Et on est restés amis plusieurs années, je sais pas, 6, 7 ans avant de se mettre Ah ensemble. ouais, quand même. Ouais, en fait, les planètes n'étaient pas alignées. On était toujours en couple l'une et l'autre. Et on a fini en fait par être célibataires au même moment, après chacune avoir voyagé longuement à travers le monde. On a fini par se retrouver dans notre ville d'origine, enfin célibataires toutes les deux. Et 24 heures après, du coup, on était ensemble, c'était bon. Et voilà, on a vraiment, vraiment ouais, eu la sensation que les planètes étaient alignées. Donc voilà, depuis, on est ensemble, on ne s'est plus jamais quittés. Et ça va faire 6 ans. Ah oui, ça fait 6 ans, si je ne m'abuse. Waouh! C'est Voilà. génial. J'adore cette histoire de planète. Moi, je trouve ça trop cool. Mais non, mais tu sais, tu rencontres la bonne personne, mais pas au bon moment. Enfin, et en fait, tu continues ton bonhomme de chemin comme ça, et puis finalement, le bon moment arrive, et c'est là que ça marche. Comme quoi, tu vois, vraiment, parfois, il faut vivre nos expériences un petit peu chacun de notre côté, puis pour savoir revenir, et rien n'est jamais gâché, rien n'est jamais définitif, et ton histoire, en tout cas, le prouve assez bien. Oui, et on sait en plus que si on s'était mis ensemble avant, ça aurait pas du tout donné ça aurait pas du tout marché. Donc vraiment, tout est une question de timing dans la vie. Ouais, trop bien. Est-ce que vous avez parlé, enfin, à quel moment vous avez parlé de bébé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé rapidement dans votre relation? Oui, on a abordé le sujet, mais pas dans le sens faisons un enfant tout de suite, mais plutôt bah, justement sur toutes les questions liées à la PMA. Capucine, elle avait envie d'avoir un enfant, mais pas du tout de le porter. Et moi, j'avais très envie de porter un enfant vraiment dans mon ventre, donc ça tombait Ah bah très ça tombait plutôt bien. bien. C'était parfait. Mais par contre, moi, j'avais une idée précise de comment je voulais avoir cet enfant. Euh, Puisque moi, dans mon histoire personnelle, je connais pas toutes mes origines. Mon papa a été adopté, mais d'une manière un peu étrange à l'époque. Donc, je connais pas mes origines du côté de mon père. Et c'est vrai que ça m'a toujours, toujours, toujours posé question. Donc pour moi, il n'était pas possible d'avoir recours à un donneur anonyme. Je voulais absolument pas quelqu'un de mon entourage non plus. Mais je voulais que mon enfant puisse avoir accès à ses origines une fois adulte. Donc, j'ai fait part de cette réflexion-là à Capucine. En fait, au départ, c'était vraiment sous le coup de la conversation plus que d'un engagement vers un projet d'enfant ensemble. Donc, je lui ai expliqué ça, je lui ai expliqué cette histoire et je lui ai dit que ça c'était important pour moi. Et elle m'a dit ah oui, oui, je trouve que tu as raison. Moi, j'ai pas cette histoire-là, mais effectivement, c'est important pour moi aussi. Et voilà, et donc je lui ai dit que dans l'idéal, moi j'aimerais bien aussi choisir le donneur qui servirait à concevoir mon enfant, plutôt que de laisser ce choix au médecin, puisque de toute façon il y a toujours un choix à faire. Donc je m'étais dit, moi, autant choisir nous. Bon voilà, donc on en avait discuté comme ça, elle savait à peu près ce que j'en pensais, et puis elle n'y avait juste pas réfléchi sur la manière dont elle voulait procéder. Donc, on a laissé ça un peu en suspens, mais on avait une vague idée de comment pouvaient se passer les choses. Et puis on s'est expatrié au Portugal. Je crois qu'on est parti là-bas 1 an et demi après s'être mis ensemble. Les choses sont allées assez vite en fait dans l'histoire de notre couple puisque ça faisait tellement longtemps qu'on se connaissait que bah finalement on avait déjà fait une partie du job quoi. Donc c'est vrai que bah 1 an et demi après on s'est expatrié au Portugal, on a ouvert un business ensemble, on a bossé ensemble et puis au bout d'à peu près une année de notre business, une année et demie, là on s'est dit tiens on aimerait bien avoir un bébé quand même. Ouais. C'est vrai que c'était plus moi qui mettais le sujet sur la table. À un moment, Capu m'avait dit non, c'est peut-être pas le moment. Bon, j'avais pas insisté, j'avais plus rien dit. Puis finalement, je pense 2, 3 mois après, c'est elle qui est revenue vers moi en me disant bon, viens, on se renseigne. En fait, allez, il n'y a pas de bon moment, on y va. Euh, voilà Trop un peu bien. ouais, comment ça s'est passé. Ouais, c'est marrant. Tu sais, c'est marrant parce que c'est un peu comme si tu avais mis la petite graine dans la tête de Capucine, genre,
Ah tiens, si on faisait un bébé, et puis elle a pris son temps pour grossesse et puis paf, elle est revenue vers toi, c'est chouette. Pourquoi vous êtes partie au Portugal? Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais par dépit, en réalité. On voulait absolument s'expatrier parce qu'on est passionnés de voyage toutes les deux. C'est vraiment quelque chose qui lie notre couple à fond. C'est le voyage, la découverte, le challenge. Donc on en avait marre de la France, on avait envie d'ailleurs. On est tombé amoureuse du Costa Rica, qui est un pays qui nous a subjugués, transportés. Enfin, vraiment, ça a été le voyage de notre vie. Malheureusement, on n'avait pas assez de sous devant nous pour aller nous installer au Costa Rica, parce que c'est quand même un pays qui est très cher, et ça, on le sait peu. Et donc, on s'est dit, bon, le Costa Rica, c'est pas pour maintenant, mais on aimerait quand même bouger. Comment on fait? Où on va? Et puis, c'était un été, il y avait des grosses promos sur des billets pour aller au Portugal. On n'y avait jamais mis les pieds de notre vie. Donc, un peu blasé, on s'est dit, bon, allons en vacances au Portugal, en attendant, ça nous fera du bien. On a visité Lisbonne et Porto, et puis on s'est dit, oh, mais c'est fou, le Portugal, c'est quand même vraiment pas mal. Mais le Portugal, c'est vraiment pas mal. Il y a moyen de créer des business avec un investissement qui est plus petit qu'en France. Il y a encore des choses qui restent à faire. Le cadre de vie est plus tranquille, plus zen. C'est un joli pays aussi avec plein de paysages différents. Ça nous permet d'apprendre une nouvelle langue. Et ça, c'était un de nos critères aussi. On avait envie d'apprendre une nouvelle langue. Bon, bref, tout plein de choses. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on se tente. Alors, c'était pas notre destination de rêve. Mais finalement, 4 ans et demi après, on y est toujours. On s'y plaît bien. On ne sait pas si on y restera toute notre vie, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Ok. Et alors, une fois que vous avez décidé, enfin que Capucine a dit ok, on y va, je suis finalement d'accord là. Comment ça s'est passé les démarches pour vous? Parce que bon, alors des épisodes concernant la PMA pour des couples de femmes, j'en ai fait plusieurs, mais jamais au Portugal. Donc, comment ça se passe au Portugal? Alors, la première chose, c'est qu'on n'était pas du tout au courant que la PMA était possible pour les couples de femmes au Portugal. Vraiment, en fait, on avait tout sous la main, mais on n'était pas du tout au courant. Nous, on savait que en voulant un donneur non anonyme, ça excluait la Belgique et l'Espagne, parce que là-bas, les donneurs sont anonymes. Donc déjà, on partait avec ce postulat-là. On savait qu'au Danemark, c'était possible, mais on se disait, ouh, le Danemark, ouais, bon, un peu loin, tout ça. On connaissait pas encore. Depuis, on connaît, mais on connaissait pas encore. Et puis finalement, un jour, je sais pas, je me balade sur Google et je m'aperçois, par le plus grand des hasards, que la PMA pour toutes est possible au Portugal. Je trouve une clinique sur Internet, j'envoie un email et je leur dis est-ce qu'il est possible d'avoir recours à un donneur non anonyme chez vous, un donneur donc qui proviendrait d'une banque de sperme externe qu'on choisirait nous et dont on ferait envoyer les paillettes dans la clinique. J'étais quasi sûre qu'ils allaient me dire que non, je sais pas pourquoi, je partais comme ça. En fait, ils m'ont répondu que oui, il n'y avait pas de problème, qu'ils pouvaient travailler ainsi. Alors, en l'occurrence, les banques de sperme, elles sont basées au Danemark, justement. D'accord. C'est les plus grandes d'Europe, voire du monde. La principale, donc, est vraiment énorme. Et ils nous ont dit à la clinique, bah, ok, venez nous rencontrer, on va faire les premiers examens, etc. Donc, nous, en fait, on n'a pas eu cette démarche de devoir partir à l'étranger, de faire les examens d'un côté, de rencontrer la clinique de l'autre, etc. On a tout fait avec eux. Du premier rendez-vous, les examens préliminaires, prise de sang, radio, enfin vraiment. Ouais. On a opté pour une insémination puisque mes examens de fertilité avaient l'air à peu près ok. Moi, ça m'inquiétait beaucoup parce que j'ai un passé d'endométriose et d'adénomiose. On m'avait toujours dit, donc dans mon adolescence, que je risquais d'avoir des difficultés à tomber enceinte, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé un peu plus tôt que ce qu'on avait imaginé, parce qu'on s'est dit ça va prendre du temps, la PMA c'est long, la PMA c'est compliqué. Voilà, donc on partait avec tout ça en se disant bon, même si les examens là à l'instant T sont plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne, on va tenter une insémination. Et donc on a dû choisir notre donneur parmi une énorme base de données. Euh, il y a évidemment des côtés très positifs à ça et des côtés un peu plus compliqués. En fait, on a toujours peur de faire le mauvais choix. C'est très, on sait une fois que les critères physiques qu'on sélectionne par des critères physiques un donneur qui va nous ressembler à peu près, bah en fait on a des centaines de profils et sur quoi se baser en fait pour choisir. Donc on a fait appel à ce qu'on utilise souvent chez nous, c'est-à-dire le feeling.
Vraiment, on marche avec les signes de la vie, les opportunités. On est très à l'écoute de ce qu'on ressent. Et donc, on a fait ça. En fait, on a réussi à choisir notre donneur comme ça. Et puis, a priori, c'était le bon puisque ça a marché du premier coup. Waouh, c'est fou. Une tentative d'insémination et ça a fonctionné. Moi, je partais complètement perdante. J'étais persuadée que ça allait être long, justement. Et Capucine m'avait dit, tu sais, j'ai l'impression que ça va marcher. Donc, prépare-toi quand même parce que à tout moment, tu vas tomber enceinte. Et moi, je lui disais, oui, oui, mais toi, c'est bon, t'y connais rien, laisse tomber. Non, ça marche pas du premier coup, ces choses-là. Et bah si, voilà, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, haha, j'avais raison. Voilà, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie qu'elle ait raison, je crois. Mais tu vois, tu as quand même un truc, enfin, d'avoir discuté avec plein de personnes. C'est vrai que tomber enceinte du premier coup, peu importe la façon dont ça arrive, on s'y attend pas, en fait. On se prépare jamais à tomber enceinte du premier coup. Et ça peut être un choc. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, justement, quand tu as découvert que tu étais enceinte directement? Tellement de choses, un espèce de vertige. Je me suis dit, oh, mais c'est pas, c'est pas possible. Comment je vais faire? En fait, est-ce que je suis prête? Alors, j'attendais que ça depuis toute ma vie, mais enfin, quand c'est arrivé, je me suis dit, waouh. J'ai eu très peur, très peur en fait de perdre cette grossesse parce que maintenant qu'elle était là, bah voilà, évidemment on a peur qu'elle s'en aille. Et puis j'étais super heureuse, j'arrivais pas à y croire. En même temps, je planais à 15 000. Enfin, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver, franchement, en mode essorage, quoi. C'était tellement de choses en même temps. Donc oui, c'était franchement vertigineux. Je pense que c'était le mot. Vraiment, je m'y attendais pas. Ouais, ouais, j'imagine. Mais il y a un truc alors, qui n'a rien à voir avec le fait d'être tombée enceinte du premier coup, mais qui me semble hyper luxe, c'est le fait de pouvoir avoir accès à la PMA et aux professionnels de santé sans te battre en fait de quoi que ce soit et sans, enfin, t'es tout à domicile quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de prévoir 4 jours pour partir prendre l'avion ou même la voiture, enfin pour partir dans un autre pays. C'est hyper luxe et c'est chouette d'avoir ton discours en fait parce que je crois que j'en ai jamais entendu de discours où c'était aussi facile en fait. Donc c'est possible que ce soit facile finalement. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai commencé à parler publiquement de la PMA, c'est que on parle souvent des parcours PMA qui sont très difficiles, très longs, douloureux, tant pour le corps que psychologiquement, etc. Mais évidemment, ces parcours existent et moi, je me bats tous les jours pour qu'ils soient le plus doux possible. Par contre, il y a aussi des parcours PMA qui sont fluides, qui sont plutôt faciles, qui se déroulent bien, qui sont courts. Voilà, et j'espère qu'avec l'ouverture de la PMA pour toutes en France, on va arriver à des parcours comme ça, fluides, à proximité, etc. Alors, c'est pas encore le cas, hein, et c'est déplorable, parce que on est sur des délais qui sont très très longs, donc même si on n'a pas de déplacement physique à faire, en fait, l'attente, petit exemple, les rendez-vous PMA à Lyon en ce moment, ils donnent des rendez-vous pour 2024. Mais non. Si, juste le premier rendez-vous, hein, pas les actes d'insémination. Donc, on comprend vraiment qu'il y a un gros souci, et je pense que cette attente peut même être plus difficile psychologiquement que de temps en temps, que parfois juste prendre un avion et d'aller dans un autre pays. Donc voilà, moi je milite à fond tous les jours pour que la PMA devienne de plus en plus abordable et de plus en plus simple. Alors évidemment, on maîtrise pas tout et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé quand on commence. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de choses autour de la PMA qui peuvent être facilitées, etc. Mais oui, c'était un luxe et c'était vraiment tellement reposant pour l'esprit. Ouais, non mais c'est ça. Est-ce que tu sais depuis quand c'est ouvert en fait la PMA pour tout au Portugal? Non, j'ai plus la date en tête. Je le savais, je ne le sais plus, mais ça fait déjà un Ouais. bon moment. Hein. Ils sont rodés quoi sur le sujet. Ils sont super rodés. Et puis même le mariage pour toutes et tous, c'était déjà bien avant la France. On se dit toujours que le Portugal, c'est un pays un peu vintage, très catho, etc. Alors oui, ils sont un peu vintage et très catho sur plein d'aspects. Par contre, ils sont très très open aussi. Ils sont vraiment plutôt les Portugais dans l'acceptation de chacun et chacune, tant qu'on vient pas les embêter en fait. Ouais. Ils donnent pas leur avis, ils restent tranquillement voilà, avec leurs histoires, leurs situations, et puis chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais. Euh,
le fait aussi, du coup, d'avoir été accueillis directement en tant que couple lesbien, on n'a jamais senti que ça pouvait être une problématique, quelque chose. Enfin, vraiment, ça n'a jamais été un sujet. Ouais. Et ça, c'était très, très agréable. Ouais, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes, c'est fou. Mais en fait, c'est juste le principe de tolérance, mais de la vraie tolérance, pas la tolérance conditionnelle, en fait. C'est juste, ben, chacun vit comme il le veut, qu'il ait telle religion, qu'il ait telle orientation sexuelle, qu'il ait tel choix de vie. En fait, juste, on fait ce qu'on veut et on n'embête personne. Mais ça, moi, j'ai habité au Canada et c'était comme ça aussi. Ah, le Et Canada, merveilleux pour ça. J'en rêve beaucoup. La neige me fait moins rêver, mais ah, moi, j'étais pas là où il y a de la neige. Il y a des endroits où il n'y a pas de neige, hein. Eh fantastique. oui. À Vancouver, mais c'est du coup très loin pour le coup, t'as beaucoup de décalage horaire et t'as pas, mais il y a pas de neige. J'ai vu à peu près ça de neige, peut-être un petit, peut-être 3-4 millimètres Ah, quoi. ça va. Bon, ça va, c'est gérable. Ouais, Désolée. je t'en prie. Mais écoute, avec plaisir. Mais ouais, non, mais c'est hyper intéressant, tu vois, sur Prendre un café, moi j'ai l'habitude d'aborder les sujets compliqués, mais en fait j'ai justement envie d'aborder les sujets qui le sont moins. Donc ça fait du bien d'entendre aussi ton discours et de dire que ben ouais, il y a des parcours compliqués et c'est ceux-là qu'on met en avant parce qu'ils sont compliqués et parce que les personnes qui vivent des situations compliquées ont aussi besoin de se sentir moins seules. Mais j'ai l'impression que les personnes qui vivent des parcours justement plus simples n'osent pas forcément parler en fait. Du coup, parce que tu dis à quel moment je suis légitime en fait pour en parler. Moi, j'ai pas galéré, c'était facile. Mais en même temps, je pense qu'aussi les personnes qui veulent se lancer dans ces parcours ont aussi un besoin d'entendre que ça peut être cool. Comme moi, j'ai l'habitude de parler des sujets de parentalité compliqués, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde fait pas une dépression postpartum, tout le monde ne vit pas des drames en fait. Et c'est aussi intéressant et important de le dire qu'il y a plein de choses qui peuvent être super cool et super, enfin, faciles, plus faciles en tout cas. Parce qu'on a toujours des galères, elles sont pas moins légitimes hein, parce qu'on a eu un parcours compliqué, facile, pardon. Mais je trouve que c'est important de le dire aussi, quoi. Ouais, ça fait partie des raisons pour lesquelles aussi j'en parle. Et pour autant, quand même, en étant passée par la PMA, j'ai bien cerné à quel point, même si ça a été facile entre guillemets pour moi, à quel point il y a des moments où ça peut basculer dans du beaucoup plus difficile. Je peux très bien m'imaginer, même si je l'ai pas vécu moi, ce que ça peut être que d'avoir des échecs à répétition. Bon, parce que je l'expliquerai après, mais depuis j'accompagne plein de couples dans ces démarches-là. Et, moi, j'ai le problème, mais en même temps la qualité d'être une éponge. Mm. Donc en fait, j'absorbe beaucoup ce que les gens autour de moi vivent et j'essaye, en ne l'ayant pas vécu, mais j'essaye en essayant d'accompagner au mieux, de comprendre au mieux, de discuter beaucoup avec avec ces personnes qui vivent des parcours plus difficiles, voilà, de cerner ce que ça peut être aussi et je le vois bien, j'arrive bien à Mm. le comprendre, je pense. Et voilà, mais je pense que c'est comme pour la parentalité, c'est hyper important d'expliquer tout ce que la parentalité peut être et la maternité même encore plus précisément. C'est très ambivalent et c'est ça qui est compliqué, je pense, quand aussi on explique à des personnes qui n'ont pas encore d'enfants à quel point ça peut être extraordinaire, mais à quel point ça peut être la chose la plus difficile du monde. Et c'est vrai que souvent c'est des extrêmes de discours, soit c'est vraiment extrêmement merveilleux, soit c'est vraiment vraiment la grosse galère. Et c'est cool d'apporter de la nuance et de montrer que les parcours, en fait, sont souvent faits d'un peu d'ombre et de lumière. Et ça aussi, ça fait partie de... C'est un peu mon cheval de bataille de montrer que Mm. la maternité, c'est cool, mais pas que. Et qu'il y a plein Ouais, de façons d'aborder tout ça. ouais, c'est clair. C'est clair. Je te rejoins à 1000% sur le sujet. Ah, donc du coup, cette petite graine s'installe. Comment tu vis ta grossesse, toi? Hyper bien. Ouais. J'avais attendu d'être enceinte toute ma petite vie, donc j'étais super contente. J'étais très très centrée sur mon nombril. Mais je pense que personne ne m'en a voulu puisque c'est bien la période où tu as le droit de te regarder le nombril, c'est bien celle-là. Je couvais à fond cette petite graine dans mon ventre et ma femme nous couvait toutes les deux. Hier encore, je disais que
on avait fait un espèce de système de poupées russes. Vraiment, on se couvait toutes les trois mutuellement. Et c'était trop, trop cool. Moi qui suis d'un naturel un peu stressé, angoissé, punchy, très, très énergique, tout ça, bah, pendant la grossesse, franchement, j'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie. Ma femme m'appelait Gandhi. Pour elle aussi, c'était très nouveau, hein. Elle était très contente. Je pense que ça lui a fait un peu de bien d'avoir une femme un peu plus zen que d'habitude. Donc j'étais très, très, très épanouie. Euh, pour le coup, j'avais cette crainte en moi, un peu en backup, je pense, d'une fausse couche, d'une interruption de grossesse, etc. Mais en même temps, j'étais tellement shootée aux hormones que franchement, je planais à 15 000. Donc, j'étais super contente. Pour autant, j'ai eu plein de désagréments de grossesse. J'ai eu beaucoup de nausées. Pas de vomissements, mais des nausées. Donc, j'avais l'impression que c'était pire presque. Je me disais, mais s'il y avait des vomissements, peut-être j'aurais un micro-soulagement en même temps. Mais non, non, c'était de la nausée du matin jusqu'au soir. Donc, c'était compliqué. J'étais très fatiguée. Ma femme, elle se moquait tout le temps de moi parce qu'on pouvait être en plein milieu d'une conversation dans la voiture et une seconde après, j'étais endormie. Donc ça faisait vraiment, on aurait dit qu'on avait appuyé sur un interrupteur, c'était hallucinant. J'ai eu mal au dos toute ma grossesse. Bon voilà, j'avais des trucs comme ça pas très cool, mais pour autant, j'étais dans toute la plénitude possible. C'est la première fois de ma vie que je me sentais bien dans mon corps aussi. Et c'était incroyable cette sensation pour moi parce que vraiment, je suis pas très très toujours bien avec moi-même. Et alors là, mais je me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie. J'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs. Enfin, pour la première fois, je mettais des robes ultra moulantes parce que j'avais envie que tout le monde voit mon ventre. Alors ça, c'est bien Ouais. la première fois que ça m'arrivait. Vraiment, je suis passée dans une autre dimension, quoi. Et donc, c'était cool. Forcément, c'était cool. Après, moi, enfin, encore une fois, pour l'avoir vécu, je comprends qu'il y a certaines femmes aussi qui n'aiment pas du tout la grossesse et qui ne ressentent pas ce glow et tout, parce que bah, parfois, voilà, c'est compliqué aussi d'être un peu empêché dans plein de choses, tout ça. Mais pour moi, non, c'était que du kiff. Ah, trop bien. Est-ce que vous avez voulu connaître le sexe du bébé? Oui, j'aurais bien aimé ne pas savoir pour avoir la Ouais. surprise à la naissance, mais franchement, pas capable du tout. Ah ouais? C'est mon côté, Pourquoi? ça, organisation, un peu contrôle quand même. Même si je l'avais perdu dans la grossesse, quand même. Et je pense que ça m'aidait à me projeter aussi dans ma maternité, que d'en savoir un peu plus sur cette petite personne. Alors, je suis bien placée pour savoir que le genre, c'est quelque chose qui peut évoluer ou se modifier dans la vie. Donc j'ai jamais, enfin voilà, je me suis jamais dit tiens bah c'est une fille, je vais tout acheter en rose et ça va être merveilleux. Pas du tout, c'était pas dans ce délire-là. Mais c'était juste pour avoir au moins une information de plus sur ce bébé que j'avais dans mon ventre. Donc oui, on a demandé, on a su que c'était une petite fille et on était très très contente de ça. Vraiment, ça nous a fait super plaisir. Ouais. Est-ce que tu penses, enfin, c'est des questions moi qui m'intéressent hein, toujours le rapport avec le fait d'avoir une fille ou un garçon parce que selon ton histoire ça veut dire quelque chose parfois. Est-ce que pour toi c'était égal que ce soit une fille ou un garçon ou est-ce que tu avais quand même une appréhension sur l'un ou l'autre? C'était plutôt égal, même si peut-être je me projetais moins avec un petit garçon parce que, bah, d'ailleurs pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être l'impression de moins savoir faire avec un petit garçon qu'avec une petite fille. Ouais. Je pense que ça n'aurait rien changé en réalité, mais c'était peut-être une petite appréhension que j'avais. Après, c'est vrai que élever une petite fille, pour moi, c'est plus de stress parce que en tant que parent, bah, on est dans une société où on a parfois du mal à s'imaginer ce que va devenir la vie d'une petite fille, d'une femme. Nous, on a une bonne overview de ce que ça peut être actuellement et on se demande vers quoi ça va évoluer. Et donc forcément, beaucoup d'appréhension. On a envie aussi, je pense, de l'armer, entre guillemets, un peu plus pour que tout aille bien. Mais en même temps, je pense que si on avait eu un garçon, on aurait eu envie de tout faire pour en faire de lui un homme cool, respectueux, voilà, à l'écoute des femmes. C'est tout ce qu'on peut souhaiter quand on a un petit garçon, quoi, qui va devenir un homme.
Donc je pense que des deux côtés, il y a des enjeux, mais que c'est vrai qu'il y a une plus grande inquiétude, je pense, quand on a une petite fille, en tout cas pour nous, c'est le cas. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est marrant parce que, tu vois, moi, j'ai une fille aussi, mais et j'avais très peur d'avoir un petit garçon justement parce que je ne savais pas comment. Enfin, tu sais, tu peux avoir ce côté rassuré parce que tu n'as pas à lui apprendre tellement à se défendre contre le système patriarcal, mais en même temps, t'as pas envie qu'il fasse partie de ce système-là, alors que ben de facto il naît garçon, donc il avec tous ces avantages là. Et comment tu fais, enfin vraiment c'est des questions, moi j'arrive pas à trouver les réponses de comment tu fais pour le faire renoncer à ces privilèges là, en fait, à pas en abuser alors que ça paraît naturel, enfin je sais pas, d'aller les chercher. Enfin c'est vraiment des questions moi qui m'intéressent beaucoup, et c'est pour ça que je pose la question du sexe, parce Je que pense que nous, les lesbiennes, on a un petit avantage là-dessus. C'est que quand, dans nos familles lesbo-parentales, on accueille des petits garçons, ils partent déjà avec une vision un peu pétée du patriarcat, ouais. parce qu'ils ont deux mamans et que ces deux mamans font leur vie sans hommes, quoi. Mmh. Ce qui donne déjà des pistes, je pense, pour mieux comprendre comment les choses peuvent se répartir. Ce qui donne aussi une vision aux petits garçons d'un vrai partage des tâches, parce qu'en général, alors il y a des exceptions, mais dans la grande majorité de nos familles, il y a la charge mentale, la charge liée à l'enfant, etc., qui est beaucoup mieux répartie que dans les familles hétéros. Et ça, je pense que déjà, ça aide à planter des petites graines dans Ouais. l'esprit des petits garçons, en leur montrant que déjà, il y a une réalité qui est différente de celle de la société entière. Mmh. Donc bon, Ouais, peut-être que complètement. déjà, on a juste un tout petit avantage là-dessus. Ouais. Ouais, peut-être bien, ouais, c'est sûr. C'est quasiment sûr. Après, là, je vais te faire un aparté vie perso que je vais pas mettre parce que ça me regarde pas. Mais moi, mon mec, il a été élevé par sa mère célibataire. Donc, en fait, j'ai un peu cet avantage à la maison. Ouais, tu vois. Mais, Ouais. mais c'est un vrai truc. Ça, on en parle souvent de ce sujet-là. En fait, nous, les couples de femmes, on se construit aussi en tant que couple, en tant que famille, sans schéma. C'est vrai que quand on est hétéro, on a tendance, même si on essaye absolument de pas retomber là-dedans, on suit un peu quand même des rails, alors de moins en moins, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a cette société patriarcale qui impose ou qui nous plante dans la tête justement des graines depuis toujours qui sont pas les meilleures. Et en fait, nous, on invente complètement nos systèmes. On invente la façon dont on est une famille, on invente la façon dont on est un couple, dont on organise notre quotidien, etc. Et du coup, ça laisse une plus grande liberté derrière à plein de choses, notamment en termes aussi d'éducation et de plein de sujets comme ça. Donc, je pense que tout le monde nous dit toujours, ah oui, mais quand on est lesbienne, est-ce que c'est, enfin, voilà, forcément, c'est plus compliqué, tout ça, la vie, t'as plus de bâtons dans les roues. Non, mais en fait, non, pas du tout. Moi, je suis hyper contente d'être dans ce schéma-là. Je suis une lesbienne très épanouie et très, très heureuse et très fière de qui elle est, justement aussi parce que ça me permet de sortir des codes préétablis et de faire, d'inventer Mmh. ma vie, mon couple, ma famille, comme je veux, sans devoir rentrer dans une petite case, etc. Et ça, Ouais. c'est une vraie liberté aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression que, alors oui, dans la société, ça peut être compliqué, mais au sein des foyers, ça a l'air tellement plus simple et tellement plus serein de pas avoir à se battre contre contre enfin, comment dire? Cette société patriarcale, parce qu'en fait, tu te bats contre le patriarcat au sein de ton foyer, et toi, t'as pas à te battre pour ça, et ça a l'air tellement plus serein et plus simple parfois, que je me dis que, ben, en fait, soyons tous lesbiennes. Voilà. On accueille tout le monde, nous, dans notre grande famille, tout va bien. Allons-y. Je vais pas revenir forcément sur l'accouchement parce que c'est pas pour ça qu'on fait cet épisode. Moi, j'ai vraiment envie de te poser une question. C'était quoi pour toi ton schéma familial en termes de nombre d'enfants que tu souhaitais? Quelle mère tu imaginais être avant de devenir mère? Alors, je m'imaginais exactement comme ça, avec un seul enfant. Autant j'ai toujours eu envie d'avoir un enfant, autant j'ai toujours eu envie d'en avoir un. Je me suis jamais vue avec plusieurs enfants, jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, j'ai un petit frère et je suis très, très heureuse d'avoir un petit frère. Pour autant, on a 7 ans d'écart.
Donc je pense que j'ai bien expérimenté pendant 7 ans ce que c'était que d'être enfant unique. Ça m'allait bien aussi. Après, quand mon petit frère est né, ça m'allait bien aussi. Voilà, donc je sais ce que c'est pourtant que d'avoir un frère. Mais pour autant, avec ma femme, on est déjà avant d'avoir notre fille, on se disait qu'un enfant, ça serait sûrement bien. Depuis qu'on l'a, on se le dit d'autant plus, et c'est quelque chose qui est ferme et définitif, je pense, pour nous. C'est qu'on n'aura que notre fille. Alors les raisons sont vraiment multiples. En général, quand je dis ça, les gens changent de regard et me regardent un peu bizarrement et se disent ouh là là, elle doit avoir un enfant vraiment galère, ça doit être super relou la maternité pour elle, la pauvre quoi. Spoiler Je alert. connais tellement ce regard. Ben en fait, pour nous, c'est exactement l'inverse. Ça se passe tellement bien avec notre fille, on est tellement heureuse avec elle, elle est tellement chouette que on n'a pas du tout envie d'avoir d'autres enfants. Alors sûrement qui seraient aussi très chouettes, les autres enfants, mais en fait, on est très très bien toutes les trois. On est aussi très conscientes de nos limites. Nous, on a fait des choix avec ma femme qui ont bouleversé notre vie pour pouvoir nous occuper de notre fille. Déjà, je le disais tout à l'heure, on avait un business. Quand je suis tombée enceinte, on a vendu ce business parce que c'était un café brunch et c'était pas du tout compatible avec une vie avec un bébé, en tout cas pour nous. Donc en fait, on a vendu notre affaire qui tournait bien d'ailleurs. Et avec ces sous-là, au lieu de réinvestir, d'acheter quelque chose, etc., et ça nous a fait une enveloppe pour pouvoir nous occuper toutes les deux de notre fille sans avoir à rebosser tout de suite. Et ça a été, je pense, décisif pour créer le lien entre nous trois, pour bien répartir les choses entre ma femme et moi, pour que notre fille vraiment soit autant attachée à l'une qu'à l'autre. Parce que ça, c'est souvent quelque chose que j'entends, que l'enfant, il a une figure d'attachement principale et une secondaire, etc. Et vraiment, je le dis souvent, mais je défie quiconque de trouver qui est la figure d'attachement principale de notre fille. Parce que franchement, même nous, on ne sait pas quoi. On est complètement. Enfin, on a une relation différente avec notre fille, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes caractères avec ma femme, mais c'est hallucinant à quel point elle est accrochée à nous deux, quoi. Et, et donc, en fait, on a fait des choix voilà, qui ont complètement bouleversé notre vie. Donc, on est resté. Là, en fait, notre fille, elle a 2 ans et demi, elle va rentrer à l'école en septembre. Elle n'a jamais été gardée. Enfin, très ponctuellement, mais elle est jamais allée en crèche, elle n'a jamais eu de nounou. Moi, entre-temps, j'ai repris le travail, donc c'est ma femme qui s'en est occupée à temps plein. Et en fait, ce choix-là, de rester pendant quasiment 3 ans avec elle, de tout donner, de l'emmener en voyage partout avec nous, de toujours l'avoir avec nous, on n'est pas capable de le reproduire pour un autre enfant. Et de nous remettre entre parenthèses encore 3 ans ou même plus voilà, supplémentaires. On le sait très bien. Et on ne trouverait pas ça juste en fait d'accueillir un autre enfant et pas lui offrir la même chose que ce qu'on a pu offrir à notre fille. Donc c'est pas du tout un choix égoïste. Moi, je trouve que c'est plutôt même un choix altruiste de se dire, en fait, j'ai pas les mêmes ressources pour m'occuper d'un autre enfant, donc c'est pas juste, donc je ne le fais pas. Parce que je pense qu'on l'a bien compris, mais moi, être enceinte, j'adore ça. Les enfants et les bébés, j'adore ça. Donc c'est un vrai deuil à faire pour moi que de ne pas porter encore une grossesse. Pour autant, je sais qu'après la grossesse, ça s'arrête et que l'enfant, après, il est bien là et qu'il faut s'en occuper. Donc voilà, on a fait ce choix d'avoir un enfant et un seul. Et ça nous va très bien et on sera très capable de l'expliquer à notre fille sans souci. Et comme on bouge beaucoup, qu'on voyage beaucoup, nous on tient aussi à préserver ça, à préserver cette liberté de mouvement. Avec un enfant, c'est déjà un petit peu d'organisation. On sait qu'avec deux, c'est beaucoup d'organisation. Et on n'a pas envie de perdre non plus cette fluidité et voilà, tous les bons côtés qu'on a dans notre vie avec notre fille. Tu sais que tout ce que tu viens de dire aurait pu sortir de ma bouche. Et ben voilà, on se comprend alors. On se comprend extrêmement bien parce que j'adore être enceinte, que j'adore avoir un enfant, que ça se passe trop bien et que j'aime trop être une maman et que j'aime ma fille plus que tout et qu'on s'éclate tous les trois et qu'on est trop bien. Et en fait, on n'a pas envie d'être 4. Et voilà. Et je trouve ça trop cool d'avoir ce discours-là, mais de façon tellement positive, ça fait du bien en fait de l'entendre et je pense que ça fera du bien à plein de personnes parce que j'ai déjà abordé le sujet de l'enfant unique avec Marielle sur l'épisode je ne sais plus combien, enfin c'était au mois de décembre et elle était hyper positive aussi là-dessus et je trouve ça tellement cool parce que c'est vrai que quand tu annonces
C'est comme si en plus déjà tu dois l'annoncer, tu vois, comme si c'était un sujet qui regardait les autres personnes. Mais tu vois tout de suite du négatif dans le regard des gens. Mais vous n'allez pas lui faire ça. Déjà, enfin, je veux dire, on pourrait engendrer un enfant horrible aussi, ça pourrait être dramatique, juste entre parenthèses. Ça pourrait être très bien aussi, hein, mais ça pourrait être horrible. Mais comme si, en fait, on l'a privé de quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait, on lui offre quelque chose d'extraordinaire aussi. On lui offre du temps. Parce que clairement, déjà, le fait d'être en supériorité numérique en tant qu'adulte, je trouve ça génial. Parce que tu peux te partager vraiment équitablement les choses. Si tu en as un qui est en down, et l'autre, il prend le relais. Et pour avoir vécu des situations, et je sais que tu vas le comprendre, de burn-out à la maison, mon conjoint a fait un burn-out, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà dit. Et en fait, le fait d'être là et de pas avoir d'autres enfants, moi, ça m'a sauvée en fait. Parce que lui, il était pas dans une situation où il était capable de toute façon de gérer notre enfant. Si j'en avais eu 2, je sais pas comment j'aurais fait en fait. C'est moi qui aurais fini par sombrer. Le fait d'en avoir un a été un vrai soulagement là-dessus. Il a permis de guérir lui et m'a permis de pas sombrer moi. Et c'était vraiment super. Et des épreuves comme ça, on en a vécu une, mais on sait aussi que la vie c'est fait que de ça, des épreuves. Et potentiellement, il y en aura d'autres. Et le fait d'être toujours, et que ce soit pour lui de son côté ou pour moi, tu vois, enfin généralement ça touche rarement les deux en même temps. Et en fait, le fait de pouvoir compter sur une personne en face, c'est tellement, tellement, tellement précieux. Et j'ai pas envie, moi, de rompre cet équilibre-là. Et puis, en fait, on s'amuse trop. C'est trop génial. Écoute, Et ça, c'est... je te rejoins. Hein. Moi, c'est moi qui ai fait un burn-out et qui suis toujours dedans. Donc, ça, c'est clair que c'est un luxe presque de pouvoir toujours se refiler le bébé, entre guillemets. Ouais. Et oui, nous, on se voit pas avec les mains pleines, toutes les deux, de chacune un enfant. Euh, et c'est un vrai choix, en fait. C'est un vrai Ouais. choix. Et effectivement, comme tu disais, c'est pas du tout un choix triste et tout. Et moi, ça me... mais vous allez pas lui faire ça, mais c'est un cadeau, un frère et une sœur, etc. C'est faux, archi faux. Combien il y a de fratries qui se déchirent. Alors évidemment, il y a des fratries qui s'aiment beaucoup et tout. La preuve, moi j'ai un frère et c'est l'homme de ma vie, on s'adore et tout. Pour autant, ça se passe pas comme ça chez tout le monde. Donc non, c'est pas forcément un cadeau. Et puis surtout quand on fait des enfants rapprochés quand ils sont petits, c'est quand même pas toujours un cadeau que de forcément avoir moins de temps pour son enfant. Euh, alors, il y a des parents qui sont, moi, que j'admire vraiment énormément, qui ont des enfants en bas âge, rapprochés, etc., qui arrivent à switcher, etc. Mais quand on discute avec eux, c'est une vérité, c'est que le temps, alors l'amour, il se multiplie, il n'y a pas de problème, par contre, le temps, il se divise. Voilà, on n'est pas des magiciens et des magiciennes non plus. Et ça, c'est quelque chose que moi, à titre perso, dans ma vie telle qu'elle est, j'ai pas envie en fait de diviser et de donner moins de temps à ma fille, de lui donner moins de zénitude, d'être un peu plus dans le rush, etc. Par exemple, moi, quand j'entends mes copines qui ont plusieurs enfants parler de l'horrible tunnel du soir, enfin, nous, il n'y a Je pas sais même pas ce que c'est. ouais, moi, il n'y a pas de tunnel du soir chez nous. Enfin, le soir, c'est cool. Ma femme, elle lui donne sa douche. Moi, je prépare un truc à manger. Elle me rejoigne. On rigole. On mange, on joue. Enfin, c'est tranquille, quoi. Et pourtant, elle a 2 ans et demi. Donc, bon, on a déjà la phase nourrissement, tout ça derrière nous. Mais c'est tranquille. Et j'ai aucune envie, moi, de me mettre comme ça dans un tunnel du soir avec. C'est beaucoup de soins, en fait. C'est beaucoup de soins, plusieurs enfants, etc. Alors, c'est pas du tout un jugement parce que, encore une fois, moi, ça me fascine et ça me rend admirative les gens qui ont plein de petits comme ça et je trouve ça formidable. Mais en fait, moi, je m'en sens juste pas capable. Et je pense que c'est important de connaître ses limites. Ouais. Et puis c'est magique quand on le choisit en fait, pas quand on le subit. Mais c'est valable pour tous les choix, ça, je crois. Parce que oui, ça peut être magique et il y a des personnes qui rêvent que de ça, de cette fratrie, et qui vivent pour ça. Et c'est génial parce qu'elles l'ont choisi. Mais quand t'as moi, mon choix, tu vois, pour illustrer ce que je veux dire, mon choix, c'est de créer ma boîte. Mon choix, c'est de créer mon entreprise, c'est de mon indépendance, c'est plein de choses comme ça. Alors, ça implique énormément de sacrifices derrière, enfin des sacrifices. Non, pas, j'aime pas ce mot parce que c'est des choix, vraiment, pas des sacrifices. Mais du coup, ça veut dire que je travaille peut-être plus. Les 35 heures, ça n'existe pas.
Et j'adore ça, mais ça implique aussi que je choisisse mon emploi du temps, que je peux avoir des moments dédiés à ma fille quand j'en ai envie, et encore quand j'en ai envie, oui et non. C'est que oui, c'est quand j'en ai envie, mais ça se répercute ailleurs et ça se rattrape à un autre moment. Enfin, c'est pas magique, hein. Voilà, c'est pas je travaille moins, non. Je ne pense pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est un choix de vie et c'est ce choix-là qui m'épanouit en fait. Alors que subir par exemple une pression de vie salariée dans un métier qui m'épanouit pas, moi ça me rend malheureuse. Et il y a des personnes qui préfèrent peut-être avoir un job plus alimentaire et avoir cette fratrie-là et avoir cette famille-là parce que c'est ça qui les épanouit en fait et c'est ça qui les fait vibrer. Et c'est ok en fait. Juste, tu vois, tout à l'heure on parlait de tolérance, et ben ça en fait aussi partie, c'est que c'est un choix de famille. Ouais, c'est une vision de la famille qui est minoritaire par rapport à la plupart des choix familiaux, mais qui vaut aussi, enfin qui a un même degré de valeur en fait que tous les autres choix familiaux. Et moi, je milite tellement, justement, pour que tout ça soit un choix, qu'on arrête d'embêter les gens qui ont juste pas envie d'avoir d'enfants. Moi, j'ai un enfant, mais je comprends à 1000% qu'on n'en veuille pas. Qu'on arrête d'embêter les gens qui en veulent qu'un parce que, oh mon Dieu, c'est égoïste. Quand on en a deux, en général, surtout si c'est une fille et un garçon, on nous laisse Ouais, assez. c'est ça. J'allais dire, si tu as deux enfants du même sexe, là, on te dit, Après, bah quand alors le petit troisième. c'est ça. Après, quand on passe à 3, 4, 5 enfants, là, on devient quelqu'un de chelou et mon Dieu, il faut arrêter de faire des enfants. En fait, vraiment, laissons les gens tranquilles. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Et oui, il n'y a pas un choix supérieur à un autre. Il y a, non, rien de tout ça. C'est juste Ouais. OK. Et puis, ce que je dis souvent aussi, c'est que ce serait cool d'arrêter de poser des questions sans cesse aux gens sur ah, mais t'en voudrais pas un petit deuxième, alors que souvent tu viens à peine d'accoucher du premier. Et si et ça, mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant et nini et nanan. Je pense que quand on est dans une certaine proximité avec les gens avec lesquels on a envie d'approfondir le sujet, ça peut être ok avec des mots choisis et des tournures de phrases qui sont voilà cool. Par contre, de poser tout le temps la question sur Instagram à des gens qu'on suit mais qu'on connaît pas, ou des gens qui sont plus éloignés de nous, de notre entourage, et d'arriver de but en blanc comme ça, ah coucou, bah pourquoi tu veux pas d'enfant, enfin pourquoi t'as pas d'enfant, on sait pas ce qui se cache derrière. Justement, moi qui évolue autour du sujet PMA, en fait, on ne sait pas si les gens sont fertiles, infertiles, s'ils essayent d'avoir un enfant depuis des années, s'ils viennent d'en perdre un, en fait, si ils sont pas d'accord au sein du couple sur le fait d'avoir un enfant ou un autre enfant ou pas. Il y a tellement de situations. Et c'est ok, on peut quand même parler de plein de sujets, tout ça, mais juste faisons-nous la réflexion de ok, pourquoi je vais poser cette question, comment je peux la poser pour que si jamais il y a quelque chose derrière, ce soit pas en fait hyper blessant. Ouais. Et je pense que Et se ça, poser aussi la question de pourquoi je pose la question. Est-ce que c'est juste de la curiosité mal placée qui n'apporte rien, ou est-ce que c'est quelque chose, enfin, ou est-ce que j'ai envie d'aider cette personne, tu vois, ou est-ce que j'ai envie d'apporter quelque chose à cette personne. c'est ça. Et je pense que c'est une réflexion qui peut être intéressante et sympa pour l'entourage à mener, quoi. Ouais, carrément, carrément. Tout à l'heure, tu disais que tu avais repris une activité professionnelle. Qu'est-ce que tu as choisi de faire et pourquoi? Alors, j'ai repris une activité professionnelle que je viens d'arrêter. Donc, Ouais. rapide parenthèse, moi, mon métier initial, c'est l'événementiel, c'est d'organiser donc des événements, les événements heureux de la vie. Donc, j'avais repris j'ai créé une boîte d'organisation de mariage ici au Portugal pour les francophones. Ça a très bien marché, trop bien marché, ce qui m'a créé un beau petit burn-out parce qu'en fait, en devenant maman, ma tolérance au stress a changé. Et je le tolère très mal maintenant, le stress. Avant, ça me dopait et ça me faisait bouger des montagnes. Maintenant, ça me paralyse et ça me flingue de l'intérieur. Donc là, j'ai pris la difficile décision d'arrêter cette activité-là parce que aussi, en parallèle, j'ai d'autres activités qui sont venues à moi un peu, beaucoup, même malgré moi. En fait, quand j'étais enceinte, j'ai fait le triste constat qu'il n'y avait pas de livre sur la maternité qui abordait le sujet des couples de femmes. Tous les livres de maternité autour de la grossesse, etc., c'est toujours future maman, futur papa, la maman, le papa, dada. Et
bon, bah, c'était un peu lassant, c'était un peu triste de ne pas nous retrouver dans ces livres-là. C'était aussi, bah, il y avait aussi des questions très spécifiques en étant un couple de femmes qu'on se posait, auxquelles on n'avait juste pas de réponse. Et je me suis dit, oh là là, quand même, c'est dommage, c'est fou. Voilà, et puis en fait, en parlant sur Instagram avec plusieurs de mes abonnés, c'est quelque chose qui revenait tout le temps. On m'envoyait tout le temps cette question. Oh Léa, quel livre tu peux nous conseiller quand on attend un enfant et qu'on est un couple de femmes, etc. Et juste, bah, aucun. Et j'ai fini par me dire, bon, j'ai vraiment plein de choses à dire sur ce sujet. Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à tout ça depuis que je suis maman. J'ai la chance d'avoir un compte Instagram où j'ai énormément de couples de femmes qui me suivent et donc beaucoup aussi de feedback de leur expérience, etc. J'ai plein de professionnels de santé hyper inclusifs et hyper intéressants autour de moi. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose avec tout ça? Et donc en fait, je me suis mise à écrire un bouquin. Je n'avais jamais écrit un livre de ma vie, mais j'aime beaucoup écrire, donc c'était pas non plus si étrange. Et donc j'ai commencé à élaborer ce projet, donc en parallèle de mon travail. Donc c'est un projet qui a duré vraiment dans le temps. Ça a mis bien 2 ans à aboutir. J'en ai parlé tout de suite sur Instagram en fait, et cette idée a rencontré bah, forcément un engouement énorme puisque bah, juste ça faisait défaut. Et donc j'ai commencé à écrire pour écrire un guide du coup de la maternité lesbienne qui retrace les périodes de la grossesse, la naissance, le postpartum, sans tabou, hein, c'est l'idée, et de la vie à 3 ou à plus, parce qu'il y a beaucoup de couples de femmes aussi qui accueillent des jumeaux ou des triplés. Voilà, en essayant d'apporter des infos vraiment généralistes bah, sur ces sujets-là, comme dans un livre de grossesse, de maternité un peu lambda, mais toujours sous le prisme du couple lesbien, avec des réponses à des questions spécifiques qui nous touchent nous particulièrement. Et donc, je me suis entourée de professionnels pour faire ça, donc avocats, psychologues, gynécologues, doula, sophrologues, conseillères en lactation, vraiment de super personnes qui ont apporté un éclairage très précis sur ces thématiques. Et puis j'ai fait témoigner aussi plein de couples de mamans dans ce livre sur plein de sujets, ce qui rend tout ça, je pense, assez chouette et ça donne une bonne vue de tous les possibles dans nos parcours de maternité. Et puis je me suis pas arrêtée là parce que Évidemment. En parallèle, je renseignais beaucoup au sujet de la PMA sur mon blog, sur mon Instagram, parce que je me suis aperçue qu'il y avait un vrai défaut d'information au niveau de la PMA pour les couples de femmes. Donc voilà, j'ai commencé à créer du contenu à ce sujet-là. Et puis je me suis dit, ok, mais en fait, il faudrait peut-être écrire un bouquin aussi à ce sujet. Donc j'ai fait un deuxième guide, le guide de la PMA cette fois-ci, que j'ai déjà vendu en e-book en fait toute cette année dernière. C'était aussi une façon de tester le projet, voir si ça pouvait marcher ensuite en format papier. Et puis c'était aussi pour répondre à une urgence parce que vraiment le sujet de la PMA c'était urgent pour plein de couples d'avoir des infos tout de suite maintenant précises, etc. Donc c'était un moyen aussi de diffuser l'information très très vite et ça a super bien marché. Les couples ont fait de très très bons retours sur le guide. Ça a vraiment aidé pour de vrai dans le concret. Et ça, c'est ce que je cherche. Donc j'étais super contente et je l'ai adapté là en format papier. Donc les 2 guides vont sortir. Et l'idée, en fait, c'est de continuer de créer des supports, des livres, de la papeterie, des carnets de grossesse, de naissance, etc. pour les couples de femmes et leurs enfants. Puisque j'estime que on est certes un marché de niche pour le monde du marketing. Mais un marché quand même. Un marché. Et c'est pas pour ça qu'on doit voilà, toujours s'adapter en barrant les mots papa des journaux de naissance, etc. Non, pour moi, c'est pas OK. Nos familles, elles existent. Elles méritent d'être représentées, d'être visibilisées, d'avoir des outils à leur dispo. Donc voilà, c'est la mission que je me suis donnée. Oui, parce que tu n'écris pas juste des bouquins, tu crées ta maison d'édition quand même. Oui, alors c'est une petite maison d'édition pour l'instant où là j'édite mes propres projets. Ouais. On verra quelle tournure ça prend pour éditer des projets peut-être qui viendront de l'extérieur, etc. Mais oui, pour l'instant c'est une petite maison d'édition et on a envie aussi de faire de la papeterie, plein d'autres choses. Donc, Ouais. donc voilà l'idée, voilà où j'en suis professionnellement.
Ah mais c'est génial, enfin moi, c'est un projet, tu vois? Bah, c'est pour ça qu'on est là, hein, clairement, parce que je l'ai vu ce projet, je me suis dit: «Mais oui, quoi, mais oui, 1000 fois, c'est génial, d'avoir ces initiatives-là», parce que marché de niche, oui, peut-être, mais en termes et là, c'est 100 business, c'est tellement intelligent parce que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, c'est la niche et il faut parler, enfin, je veux dire, la clé, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, c'est on parle pas à tout le monde. Enfin, il faut parler aux cibles spécifiques. Et toi, ta cible, elle est là. C'est des personnes qui vivent ce que tu as vécu. Enfin, tu peux leur apporter des clés. C'est tellement génial de le faire. Et moi, je te souhaite tout le bonheur possible. Et je te souhaite vraiment que ça marche là-dessus. Et on va en parler quand même parce que là, on est le 20, mais l'épisode sortira la semaine prochaine, donc le 28, il restera 2 jours parce que tu as lancé une campagne Ulule pour ces projets-là. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Alors, en fait, j'avais le choix d'essayer de démarcher des maisons d'édition pour publier mes livres ou de m'auto-éditer. Ça a été longtemps un espèce de dilemme et j'ai finalement choisi, malgré quelques demandes d'extérieur, de rester complètement indépendante avec toute la difficulté que ça implique euh, pour garder une liberté de ton, une liberté d'info, la main aussi sur le design des livres, les illustrations, etc. Vraiment, j'avais envie que ça reste mon bébé, en fait, à 100%. Mon deuxième enfant. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé de monter une campagne de financement participatif sur Ulule pour prévendre ces livres. Donc, dans l'idée, là, ils arrivent au terme de leur création. Et l'idée, c'est de pouvoir faire les préventes pour récupérer des fonds, pour pouvoir ensuite payer l'impression. Parce que en édition, bah, il faut imprimer du volume pour que ce soit avantageux financièrement. Et donc, pour imprimer ce volume-là, j'ai besoin de rentrer des précommandes. Voilà, donc la campagne a été lancée au début du mois de juin, au début du mois des fiertés. Donc, j'en suis justement très fière que voilà, le calendrier se soit fait comme ça. Et sur cette campagne Ulule, on peut trouver donc en prévente le guide de la maternité, le guide de la PMA et un petit journal du nourrisson que je vous laisserai découvrir, qui est tout mignon. Et voilà, donc d'acheter les produits en prévente, c'est vraiment un énorme coup de pouce. Pour les gens qui ne sont pas forcément intéressés pour recevoir les livres, il y a aussi une possibilité de don sans contrepartie. Et ça, c'est encore plus un coup de pouce, c'est vraiment génial. La campagne a déjà atteint son objectif, donc quoi qu'il en soit, elle est en mode succès là, c'est top, elle va aboutir. On a dépassé les 200% d'objectifs. Et là, on n'est pas loin du 300% d'objectif qui sera peut-être atteint, je l'espère, au moment où sortira l'épisode. Donc, je suis très très heureuse de l'engouement qui s'est créé autour de cette campagne. Et puis, j'espère que c'est bon signe pour la suite. Ouais. Mais en tout cas, enfin, ce que je trouve hyper intéressant, au-delà du fond du projet, c'est le... Vas-y, je t'en prie. Je suis désolée. Oh, c'est pas grave. C'est le côté éducation à un mode de consommation aussi, et de montrer comment ça se passe. Bon, parce que après, les auditeurs fidèles le savent, mais et les auditrices aussi. Moi, je suis une ancienne éditrice. C'était mon travail, donc je sais. Oui. Non, mais c'est pour ça que tout me parle. Enfin, il y a plein de facteurs qui font ça. Mais donc, je connais le secteur du livre et je connais comment ça fonctionne. Mais je trouve ça tellement cool d'éduquer aussi les personnes à ces métiers-là, de montrer comment ça marche cette industrie-là en fait, de cette question du papier, cette question de l'édition, parce que oui, quand tu fais éditer un livre par une maison d'édition, c'est génial, mais tu touches 10% de droits d'auteur, et enfin 10% maximum quand t'en as déjà sorti et que t'as déjà une notoriété, sinon on est autour de 6. Et quand tu écrit, enfin si tu as un illustrateur derrière, ça se divise encore. Donc enfin c'est très peu en fait. Bon, ça s'explique, hein. Ça s'explique parce que c'est l'éditeur qui prend les risques financiers, parce qu'il y a la diffusion qui est différente. On paye la diffusion en librairie, la diffusion nationale, on paye l'impression avec des rapports privilégiés avec les imprimeurs. Donc enfin on paye énormément de choses. Enfin ça s'explique vraiment. Mais c'est un vrai choix à faire en fait. Si tu veux vraiment créer quelque chose comme toi tu es en train de créer, c'est sûr que l'auto-édition, ça s'appelle, a un sens, a un vrai sens, parce que tu gardes le contrôle et surtout,
ça a une durée de vie limitée. Enfin, je trouve quand tu publies via une maison d'édition, ben, t'es l'autrice d'une maison d'édition. Mais donc, c'est eux qui ont le pouvoir sur la vente de ton livre. C'est-à-dire que si demain, ils veulent le mettre au pilon parce qu'ils estiment que ça marche pas, ben, les bouquins, mettre au pilon, c'est arrêter la vente et détruire les livres. C'est triste, c'est horrible. Pour moi, ça me fait trop mal au cœur de voir des livres détruits au Ah pilon. ouais, Ça devrait être interdit. Mais ça arrive, en fait. Bah, en fait, toi, t'as aucun pouvoir. Alors que là, c'est ton choix si, par exemple, dans 2 ans, 1 an, tu veux le mettre à jour et sortir un volume 2. C'est toi qui décides et c'est toi qui as le pouvoir. Alors oui, ça implique énormément d'engagement financier. Ça implique que si ça marche pas, bah, ça marche pas. Et t'as tous les frais et tous les inconvénients. Mais au-delà du sujet, au-delà de parler à des personnes qui n'ont pas justement de support pour avancer dans leur choix de vie et dans leur vie. Au-delà de ça, c'est génial de voir la réalité d'un business. Mais après, c'est peut-être moi personnellement, mais la réalité d'un business autour de l'édition, la réalité du marché du livre, parce qu'en fait, on est beaucoup à consommer énormément de bouquins, d'acheter des livres de poche mais de pas comprendre ce que ça veut dire en fait, et de pas comprendre ce que ça veut dire acheter un bouquin d'un auteur et tout ça. Et en fait, je trouve que ben ce que tu fais, ça permet de mettre en avant ce travail-là et de montrer ce que c'est exactement l'envers du décor. Et je trouve ça génial. Et ouais, merci beaucoup. C'est gentil et c'est franchement pas facile hein, comme envers du décor. Parce que presque la partie la plus simple, ça a été d'écrire le bouquin. Et derrière, bah, ça implique de créer une société, de trouver la bonne structure. Donc il y a aussi beaucoup de juridique, d'administratif. Il faut trouver bah, justement l'imprimeur, s'y retrouver dans l'immense possibilité des papiers, des grammages, de ce qui va être agréable pour l'électrice, mais ce qui va aussi rentrer dans un budget voilà, enfin, correct. C'est trouver aussi les bons partenaires, une illustratrice, graphiste qui a bossé avec moi, intégrer les coûts aussi pour qu'elle ait une juste rémunération, tenter de faire un juste prix aussi final pour les personnes qui vont acheter, mais où il y aura une mini marge pour essayer de quand même rétribuer le travail que j'ai fourni. Et il y a tellement, tellement de choses. Et puis, et gérer les problématiques de TVA, les problématiques d'acheminement, monter la campagne, etc., etc. C'est un vrai job énorme, surtout quand on ne connaît pas ce milieu, Ouais. qu'on débarque comme je l'ai fait. Après ça, j'ai cette habileté à débarquer dans un domaine que je connais pas du tout et à essayer de m'en dépatouiller. J'ai fait ça pour l'instant tout le temps dans ma petite vie. Et j'arrive à retomber sur mes pattes et à m'en sortir, mais c'est vrai que parfois c'est quelques sueurs froides. Ouais. Alors quand je vois qu'on me suit, qu'on me soutient, etc., c'est juste, ça fait hyper chaud au cœur parce que je me dis que je galère pas pour rien, que je vais aider des gens derrière, que ça va permettre à des couples de plus se sentir seuls, d'avoir des supports sur lesquels s'appuyer. Voilà, et ça, tout ça, c'est un pari réussi du coup pour moi. Ouais. Et puis ton pourquoi, en fait, il est tellement fort à chaque fois. Dans le sens où j'imagine, alors je connais pas les histoires de tes 2 autres business précédents, mais j'imagine qu'il y avait un pourquoi fort à chaque fois, qu'il y avait une vraie raison et que c'est pour ça que ça marche, en fait. Parce que tu gardes le cap et que tu sais pourquoi tu le fais. Et s'il y a un conseil presque à donner, c'est toujours ça. Peu importe le projet qu'on entreprend, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et que quand on commence à oublier pourquoi on le fait, quand on commence à être perdu, bah, c'est peut-être à ces moments-là que ça marche moins bien et de peut-être se reconcentrer et de réécrire le pourquoi. Et si le pourquoi n'est plus là, bah, arrêter un projet, pourquoi pas, ou le faire évoluer. Là, je me parle à moi-même, hein, peut-être un petit peu, mais en tout cas, toujours avoir un pourquoi fort et c'est on sent en fait que ça t'habite toi, Ah ce oui. projet-là. Et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est aussi pour ça que ça marche et que évidemment qu'on va te suivre puisque tu apportes des solutions extraordinaires à des personnes qui en ont besoin. Bah écoute, j'essaye. Après, je suis toujours un peu étonnée moi-même quand je prends un peu de hauteur là-dessus. Je me dis, oh mon Dieu, mais maintenant je suis une petite encyclopédie sur le sujet de la PMA, alors que la PMA, ça me faisait mais tellement peur et que j'étais très réfractaire à ces techniques-là. Maintenant, je suis vraiment incollable. Je dis souvent ça fait rire tout le monde, mais que comme Obélix qui est tombé dans la marmite de potions magiques, moi je suis tombée dans la marmite de la PMA.
c'est un sujet qui me passionne. Et puis forcément, ce qui est lié, c'est aussi l'homoparentalité et tous les enjeux qu'il y a derrière. Et vraiment, j'aurais jamais pensé qu'en fait, en devenant maman, et donc en passant par tout ce parcours-là de PMA, de maternité, ça allait changer ma vie à ce point et que j'allais me lancer dans des projets qui tournent tous autour de ça, puisque maintenant, j'essaye vraiment de ne plus faire que ça. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté les mariages, parce que ça me faisait beaucoup moins vibrer que ce que je pouvais faire dans le domaine de la PMA et de l'homoparentalité. Et du coup, oui, je pense que ça doit se sentir que ça m'anime pour de vrai. Et puis le jour où ça m'animera plus, je me dirais qu'il faudra peut-être que j'arrête. Mais je pense pas que c'est près d'arriver. Je suis vraiment super heureuse de tout ça. Et puis du coup, merci aussi à ma fille qui m'a ouvert toutes ces possibilités, parce que c'est vrai que aussi c'est elle qui est une grande source d'inspiration là-dedans pour moi. Et la petite parenthèse aussi, c'est que y a un côté aussi associatif à ça. C'est qu'avec d'autres personnes, en fait, qui ont elles-mêmes des familles aussi LGBT, on a monté un collectif qui s'appelle le Collectif Famille. Et via le collectif aussi, on fait de très très belles choses. On monte plein de projets comme ça, des festivals aussi, un festival par an spécialement sur la parentalité LGBT. Et la première édition a été en avril et ça a été extraordinaire. Il y avait des bébés partout, des femmes enceintes partout, des couples de papas, des couples de mamans, des familles transparentales. C'était dingue. Et puis, c'est aussi important, je pense, de passer du virtuel au réel et d'avoir aussi des moments d'échange, de rencontres, tout ça. C'est ce qui m'a aussi encore plus remotivée à continuer de porter tous ces projets-là. Donc voilà, ma vie maintenant n'est plus que sur le tempo de la PMA et l'homoparentalité et ça me va très bien. Trop bien. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses en commun, ma chère Léa. Bon, en tout cas, merci. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cet échange qui était, à mon sens, génial. J'espère que les auditeurs et les auditrices le penseront aussi. Si on veut te suivre, si on veut retrouver tous tes projets, par où ça se passe? Alors, sur mon Insta, Léa CR, donc Leacr. Et puis sur mon blog, www.leaetcapucine.com. Et puis, vous avez aussi la campagne Ulule que vous pouvez trouver un peu partout sur mon Instagram, sur mon blog. Ouais. Voilà, si vous avez envie d'y donner un petit coup de pouce. Ah oui, vous avez jusqu'au 30 juin, donc 2 ou 3 jours après la sortie de cet épisode. Donc, on va vite, après avoir fini cet épisode, je vais mettre les liens de toute façon en description du podcast pour cliquer sur la campagne Ulule et puis la partager parce que vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui aurait besoin de ces supports-là. Et la partager, participer, acheter votre ou vos livres qui arriveront prochainement. Et voilà, merci mille fois Léa, c'était super, j'ai adoré ce moment. Merci à toi, vraiment. Voilà, c'est terminé pour cette dernière interview de la saison 4 de Prenons un café. Cet été, je te proposerai des formats un peu spéciaux, en solo, pour parler sujets d'actu, podcast, parentalité, bref, un condensé de ce qui me touche et de ce qui m'anime au quotidien. Si tu as envie que j'aborde des sujets précis lors de ces épisodes spéciaux, viens me le dire sur Instagram @elise_prenons un café. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 19 mai, Marie écrivait « Un grand merci pour ce podcast. Je ne suis pas encore concernée par la parentalité, mais je comprends grâce à ton podcast ce que mes proches vivent et c'est précieux pour mieux les soutenir au quotidien. » Merci mille fois Marie pour ce message qui me touche au plus haut point parce que c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer Prenons un café. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve en septembre pour des nouvelles interviews et tout au long de l'été pour des épisodes en solo. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.